sense of common purpose. Yes, we can. Ayer estuvo el diablo aquí. Après la Tunisie, l'Égypte, la Libye, le Yémen ou encore la Syrie, est-ce au tour des Palestiniens de faire leur révolution? C'est en tout cas ce que craint Israël depuis l'accord de réconciliation entre les deux frères ennemis, Fatah et Hamas, le 28 avril dernier, et surtout depuis les manifestations du 15 mai dernier, jour anniversaire de la création de l'État hébreu, considéré comme une catastrophe, la Nakba, par les Palestiniens. Les affrontements frontaliers les plus violents depuis 1973 ont fait 14 morts. Va-t-on vers un printemps palestinien? C'est le dossier de cette émission. Au sommaire également, l'après-révolution égyptienne. Les espoirs sont-ils déçus? Vous entendrez le témoignage de Claude Guibal, correspondante de Libération et de Radio France au Caire, qui vient de publier l'Égypte de Tahrir. Mais d'abord, un petit tour du monde des télévisions étrangères. Écran d'ailleurs est préparé comme chaque semaine par Paul Bouffard. Tout le monde danse, même Michelle Obama. Pour lutter contre l'obésité chez les jeunes Américains, la First Lady n'hésite pas à se trémousser sur un tube de Beyoncé. En visite dans une école, elle montre l'exemple, comment faire de l'exercice tout en s'amusant. À Taïwan, la couverture médiatique joue avec la 3D. Sans même connaître les circonstances exactes, la télévision taïwanaise imagine le séjour de Dominique Strauss-Kahn à New York dans une reconstitution en images de synthèse. Tout y est, on y voit un DSK sortir en furie de sa douche jusqu'à son arrestation dans le vol d'Air France. À noter une erreur flagrante, la jeune femme de ménage n'est ici pas d'origine africaine. 丢到床上，把门上锁后，霸王硬上弓。女服务手把他拖进浴室，逼他口交，还想脱掉他的内衣。女服务生挣脱，冲到走廊求救，同事立即报警。警察赶到时，卡恩已逃走，仓皇留下手机和个人物品。 D'un hôtel 4 étoiles au cœur de Manhattan à la cellule de Rikers Island, il n'y a qu'un pas. DSK connaît désormais le célèbre centre pénitentiaire de New York. En 1994, la chaîne HBO propose une plongée dans cette geôle surnommée la Maison de la Douleur. Entre le Queens et le Bronx, une île carcérale, prison des mafieux des années 70 et de quelques bad boys du rap américain. Bonjour Mireille. Bonjour Et Caroline. bonjour Anthony. Bonjour Caroline. Alors on va rester un petit peu sur l'affaire DSK avec vous Anthony, pour voir ce qu'en dit la presse internationale. Est-ce qu'on se gausse de la libido à la française, qui est bien connue? Oui, c'est un des arguments. C'est un des arguments effectivement qu'on retrouve dans tous les journaux, notamment anglo-saxons, qui explique grosso modo qu'on a en France une espèce d'indulgence vis-à-vis de ce type d'affaires, qu'on a d'ailleurs de moins en moins, et aussi pas mal d'articles qui d'ailleurs sont beaucoup plus mesurés qu'on ne pourrait l'imaginer, notamment de nos voisins allemands, qui pensent qu'on a tort de se focaliser sur ce cas d'espèce-là, et qu'au fond, cet homme est condamné même avant d'avoir été jugé. Et au Burkina Faso, on parle de complot, mais d'un complot avec des marabouts. Oui, c'est un article assez drôle. Grosso modo, les Burkinabés se moquent un peu d'eux-mêmes en expliquant que cette histoire est tellement énorme que ça ne peut être que des marabouts africains pour l'avoir suscité. Ce que je voulais souligner tout de même, c'est que Strauss-Kahn n'est pas seul dans la tempête. C'est-à-dire qu'il n'est pas le premier cas de... Il y a d'autres cas comparables? Oui, il y a d'autres cas comparables. Notamment, on a très vite oublié, et d'ailleurs probablement le reste du monde oubliera très vite l'histoire de DSK, on a très vite oublié l'affaire de Paul Wolfowitz. Souvenez-vous, il était directeur de la Banque mondiale, c'était en 2007. Il a lui aussi eu un scandale sexuel sur le dos, puisqu'il sortait avec une de ses employées. On l'avait accusé de l'avoir outrageusement favorisé, en multipliant par 2 ou 3 son salaire. Il avait dû démissionner dans les 2 mois. C'était un proche de Bush. C'était un proche de Bush. Il a été nommé finalement très peu de temps. Effectivement, c'était un néoconservateur. C'est pas le seul président non plus, en tout cas, pas seul responsable en exercice à avoir eu ce type de problème. Je pense à Jacob Zuma. Oui, parce que l'accusation de viol, ça va plus loin quand même qu'une Jacob Zuma avait été accusé de viol. C'était en 2006. Il s'en était tiré. Finalement, il a été élu à la tête de l'Afrique du Sud. Moshe Katsav, qui est le président israélien, lui aussi a été accusé de viol. Et condamné. Et il a démissionné. Il a été condamné très récemment à 7 ans de prison ferme. Il vient d'être rejeté à appel.
Ah ouais. Mireille, vous, tout autre sujet, on fait le bilan de 2 mois d'intervention en Libye et on se demande tout ça pourquoi en fait. Oui, alors quand on regarde la carte de la Libye 2 mois après le début de l'intervention de la coalition internationale, parce que l'OTAN est venu 15 jours après, eh bien ce que l'on voit c'est que sur le terrain, les fronts n'ont pas tellement bougé. Hein. Il y a la Cyrénaïque à l'est qui est toujours aux mains des opposants. Il y a toujours la Tripolitaine qui est au camp de Kadhafi. Il y a, bon, la seule, et c'est pourquoi d'ailleurs on est intervenu, Benghazi est resté aux mains de l'opposition, est devenu le siège de l'opposition. Donc sur le plan stratégique, ça n'a pas tellement bougé, avec un siège très dur de Misrata pendant pratiquement 1 mois et demi. Maintenant, sur le plan politique, ça ne bouge pas tellement non plus, sauf que le Conseil national de transition libyen est pratiquement reconnu par toute la communauté internationale et a ouvert un bureau d'ailleurs à Londres. La France a été la première d'ailleurs à reconnaître. Tout à fait, et le Qatar après. Sur le plan militaire, donc des milliers de frappes, et ça continue, des milliers de frappes qui sont menées essentiellement par la France et par la Grande-Bretagne, avec des officiers de liaison, je mets des guillemets, sur le terrain dans la région de Benghazi, pour former les rebelles, avec des armements qui arrivent sur place, et surtout, alors il y a un bilan humanitaire quand même qui est terrible. Oui. Les morts, ça on ne peut pas dire, personne n'est capable de dire combien de milliers de morts il y a. On pense déjà. Il y a 800 000 personnes qui ont quitté la Libye, soit par la Tunisie, soit par l'Égypte depuis 3 mois, et il y a surtout 12 000 personnes qui sont parties par la mer, et sur ces 12 000 personnes, on estime que 10% se sont noyés. Donc le bilan est quand même dramatique. Lorsqu'on parle avec nos gouvernants et que l'on parle d'enlisement au bout de 2 ans, de 2 mois, pardon. Ouais. Oui, le lapsus. Au bout de 2 mois, ils nous disent oui, c'est pas l'enlisement, c'est une intervention qui va être très longue, mais ça va provoquer l'implosion du régime de Kadhafi. Vous avez raison. En fait, c'est ce que disent aussi nos spécialistes au service Moyen-Orient de Cohésion internationale, où ils expliquent grosso modo que ça prendra beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Simplement parce que Kadhafi s'accroche au pouvoir comme personne d'autre dans le Moyen-Orient. Tout simplement, il n'a aucune autre solution que celle-là. Par contre, je pense que les lignes sont en train de bouger. On dit beaucoup que l'armée est en train de s'organiser. L'armée des rebelles. Ah oui, alors ce qui bouge, il faut l'ajouter, c'est le problème du pétrole. C'est-à-dire qu'il y a 5 grandes raffineries en Libye, il n'y en a qu'une seule qui peut fonctionner actuellement, qu'elle fonctionne à 50% de ses capacités, et ça veut dire que l'armée de Kadhafi va se retrouver en panne sèche dans pas longtemps. C'est vrai. Donc la stratégie de l'asphyxie, un peu comme ça a été pratiqué en Côte d'Ivoire. Implosion et asphyxie. Et les États-Unis sont définitivement retirés de l'histoire, non, ils sont là toujours, dans le rôle de l'OTAN. Ils soutiennent toujours, mais disons que l'essentiel des frappes sont menées par les Américains, par les Britanniques et les Français. Il va falloir patienter. Merci beaucoup à tous les deux. Notre témoin du monde cette semaine est une journaliste qui vit depuis 14 ans en Égypte. Claude Guibal est la correspondante de Radio France et de Libération au Caire. Et les 18 jours de la révolution de la place Tahrir qui ont conduit à la chute d'Hosni Moubarak resteront sans doute comme l'un des moments les plus forts de sa carrière. Elle vient de publier L'Égypte de Tahrir avec Tanguy Salahoun au Seuil et elle évoque dans Parole du Monde l'après-révolution. Bonjour Claude Guibal. Bonjour. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est peut-être un peu pessimiste de commencer par une question négative, mais que l'incroyable espoir soulevé par la révolution égyptienne et par la chute de Moubarak est en train d'être déçu? Alors je ne sais pas si on peut parler d'espoir déçu, mais une révolution c'est toujours quelque chose d'extrêmement transcendant. C'était l'ivresse. Vraiment, la place Tahrir, c'était l'ivresse. Là, on est dans le lendemain d'ivresse, dans la gueule de bois. Et il y a nécessairement, pour l'instant, des espoirs qui sont douchés devant la réalité des faits. L'Égypte est un pays qui est exsangue économiquement. Cette révolution a vraiment mis l'économie du pays à plat. Et aujourd'hui, ce sont des questions quotidiennes qui se posent, des entreprises qui sont obligées de licencier. Donc voilà, on se retrouve face à des problèmes du quotidien qui ont un petit peu gommé cette espèce d'élan. Mais cela n'empêche qu'à côté, voilà, des espoirs demeurent parce qu'il y a des échéances. Il y a des échéances en septembre qui sont les législatives, les présidentielles. Les Égyptiens sont sous le choc, mais en même temps, ils ont conscience qu'ils ont accompli quelque chose d'absolument incroyable, qui était de faire tomber Pharaon, un régime que l'on pensait inamovible, en 18 jours, ce qui est rien. Et les inquiétudes principales, est-ce que c'est la peur de se faire voler leur révolution? On parle de plus en plus d'une présence particulièrement importante des islamistes, des frères musulmans.
Les frères musulmans sont effectivement aujourd'hui probablement la force politique la plus susceptible de remporter des voix lors des législatives de septembre. Parce que c'est la force la plus organisée. Parce que c'est la force la plus organisée. Le Parti national démocratique du président Moubarak a été dissous et ses avoirs gelés. Donc concrètement, là pour l'instant, c'est un parti qui est en reconstruction. Et le reste de l'opposition ne s'est pas encore réellement construit et est en train de se construire. Et on a un laps de temps qui est relativement court, vu qu'on parle du mois de septembre, pour que cette opposition se fédère, bâtisse un programme, aille dans les campagnes, dans les villes, dans les provinces, à la rencontre des électeurs qui n'ont pas l'habitude que leur voix soit prise en compte et qui peuvent, face aux difficultés du quotidien dont on parlait il y a un instant, se dire on va retourner vers ce qu'on connaît, vers la sécurité, vers le type pour qui on votait avant, celui qui nous a installé le tout à l'égout dans le village. On va se retourner vers les frères musulmans qui ont un réseau caritatif extrêmement développé qui a permis leur pénétration dans la société. Et par exemple, les femmes qu'on a vues beaucoup, Place Tahrir, qui étaient très présentes, aujourd'hui on a l'impression qu'elles sont absentes de cette construction. Alors absolument, c'est vraiment un problème. C'est-à-dire que pendant les 18 jours de révolution, et ce qui a été perçu en Europe, c'était quelque chose, c'était un vrai état de grâce. Et là, les femmes ont effectivement joué un rôle, j'allais dire primordial, mais au même titre que les hommes. Et elles participaient aux stratégies, elles étaient là, elles ont vraiment agi. Et la question ne s'est pas posée. Maintenant, effectivement, les femmes sont en train pas de perdre du terrain, mais celles qui réclament le droit à être entendu en tant que tel, on leur dit non, 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 là il vaut mieux se concentrer sur la révolution. Alors on a parlé des frères musulmans, mais on note aussi un regain de la présence des salafistes. Est-ce qu'il y a un risque de basculement vers un islam carrément radical en Égypte? L'émergence des salafistes, c'est quelque chose qui ne date pas de la révolution, mais je dirais c'est de faire 5 ans, 6 ans que la présence salafiste est de plus en plus importante. 5-6 ans, ça nous reporte aux législatives précédentes où les frères musulmans ont fait leur plus gros score électoral. Et le sentiment qu'ont beaucoup de spécialistes, c'est que le mouvement salafiste a été encouragé, toléré par le précédent régime de façon à affaiblir les frères musulmans qui, eux, représentaient une opposition en cours de légitimation, si vous voulez. Là, aujourd'hui, c'est le débat à laquelle l'Égypte fait face. C'est quelle est vraiment l'ampleur de la menace salafiste? S'agit-il d'une menace? Et c'est précisément là le problème qui se pose aujourd'hui en Égypte. Il y a eu un accord de réconciliation interpalestinienne signé entre le Hamas et le Fatah, signé au Caire. Est-ce qu'on sait précisément le rôle qu'a joué l'Égypte dans cette réconciliation? Alors l'Égypte était le premier signataire des accords de paix avec Israël, donc ce qui lui donne cette position privilégiée. Et c'est vrai que l'Égypte a toujours été le médiateur entre les factions palestiniennes ces dernières années. Hamas et Fatah ne se parlaient que par l'intermédiaire de l'Égypte. Et cet accord de réconciliation n'est pas fondamentalement différent des négociations précédentes. Ce qu'il y a, c'est que ce dont on s'aperçoit quand même, c'est que c'est un accord qui est très pragmatique. L'autorité palestinienne, le Fatah de Mahmoud Abbas, a perdu son principal soutien, qui était Hosni Moubarak. Le Hamas, Khaled Meshal, qui est son dirigeant en exil à Damas, se rend bien compte que Bachar al-Assad, confronté à ses problèmes intérieurs, il faut donc que le Hamas cherche ailleurs des soutiens. Il y a une contestation interne aux Palestiniens, à la rue palestinienne, qui demande la réconciliation entre les factions parce que les Palestiniens n'en peuvent plus non plus. Donc là, il y a un moment, finalement, une convergence d'intérêts dans lequel l'Égypte, qui veut elle aussi sortir de son rôle traditionnel d'allié privilégié d'Israël, et c'est là où l'Égypte joue ce rôle de facilitateur et que donc, ça a pu faire la déclic. En cause justement la paix avec Israël? Toutes les forces égyptiennes, y compris les frères musulmans, disent que tous respecteront les accords, les traités signés par l'Égypte, à commencer par l'accord de paix israélo-palestinien. Non, 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 non. La paix avec Israël, je pense, l'Égypte a trop d'intérêt stratégique là-dedans. Merci beaucoup, Claude Guibal. Merci à vous. Voilà, réconciliation interpalestinienne poussée, nous dit Claude Guibal, en partie par l'influence du printemps arabe, source d'inspiration pour les Palestiniens qui eux aussi aspirent à du changement. Israël craint d'ailleurs que la révolution n'atteigne les territoires palestiniens, surtout depuis les affrontements particulièrement violents lors de la célébration de l'anniversaire de la Nakba, la création de l'État d'Israël, considéré comme une catastrophe par les Palestiniens. Les manifestations du 15 mai dernier, les plus violentes depuis 30 ans, ont fait 14 morts. Pour en parler, deux invités sur ce plateau. Jean-Paul Chagnolot, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Professeur de sciences politiques à l'Université Cergy-Pontoise, directeur de l'IREMO, Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Et puis, je signale votre dernier ouvrage, l'Atlas des Palestiniens. Alain Diekhoff, directeur de recherche au CERI, spécialiste d'Israël. Et vous avez publié Le conflit israélo-arabe. Question toute simple à tous les deux. Va-t-on, à votre avis, vers un printemps palestinien? Jean-Paul Chagnollo. Écoutez, le printemps palestinien, il existe déjà d'une certaine manière. C'est-à-dire que cet accord dont on vient de parler, je pense que c'est lié à ces mouvements en profondeur. Moi, j'étais à Ramallah il n'y a pas très longtemps et on a vu ressurgir un thème qui est déjà assez ancien, c'était « Nous voulons l'unité ». Enfin, la population palestinienne le voulait. Et donc, mais ça a été inspiré vraiment par la révolution de Jasmin en Tunisie? On ne peut pas dire inspiré, mais je veux dire, c'est une configuration qui renforce l'idée que nous, on veut aussi la liberté et la dignité. Donc, il faut commencer par l'unité nationale. Donc, ça a dû jouer. Alors, quelle est la poids de ce facteur parmi d'autres? Je ne sais pas. Quant au printemps palestinien, il n'a pas de sens par rapport aux situations ailleurs, puisque la situation palestinienne, c'est une situation d'occupation. Donc le vrai printemps palestinien, ce serait qu'on arrive à la création d'un État palestinien. Et je crois que c'est toute la question. À côté de cet accord, il faut voir ce qu'il permet, s'il se maintient, parce que c'est pas encore tout à fait sûr. S'il se maintient, ça veut dire qu'il y a maintenant un ensemble représentatif de la population palestinienne, après cette tragédie que fut cette rupture pendant des années, depuis 2007. Et vers une stratégie qui est assez claire, c'est-à-dire un État palestinien, une proclamation unilatérale d'un État palestinien avec la recherche de soutien international pour une reconnaissance par l'Assemblée générale. Donc je crois qu'on se resitue dans un cadre qui ne peut être que diplomatique et international. Mais malgré tout, alors il y a cet accord effectivement diplomatique et puis il y a ces manifestations qui ont dégénéré avec l'armée israélienne qui a ouvert le feu et qui a fait 14 morts. Mais de nombreux Palestiniens ont pénétré illégalement sur le territoire israélien depuis la Syrie, depuis le Liban. Ça, c'est du jamais vu depuis longtemps. Et Israël craint que ces manifestations se multiplient. C'est la principale inquiétude de l'État hébreu? Alors, il faut bien voir évidemment que les manifestations qui ont eu lieu le 15 mai n'ont rien à voir avec l'accord Fatah-Hamas. C'était la commémoration de la Nakba. La grande nouveauté, en effet, c'est que c'était des manifestants qui venaient de l'extérieur. Il y a eu aussi des manifestations à la fois dans les zones arabes en Israël et en Cisjordanie, mais qui se sont passées, je dirais, un petit peu plutôt comme d'habitude, c'est-à-dire sans problème particulier. Là, la nouveauté, c'est que les manifestants étaient surtout du côté syrien vers le Golan et à la frontière libanaise. À mon sens, je dirais que la dimension du contexte régional compte beaucoup. Si je prends la question avec la Syrie, depuis que la Syrie a dû céder le Golan en 67, cette frontière a été d'un calme absolu, quasiment. Il ne s'est quasiment rien passé depuis 67. Comment se fait-il que cette année se soit passé quelque chose? C'est pas par hasard, à mon avis. Pas par hasard, c'est-à-dire ça c'est très clairement lié, à mon sens, à l'évolution de la situation en Syrie même, la détérioration du pouvoir d'Assad et d'une certaine façon... la protection de la frontière Oui, c'est très clair. Je pense qu'il joue un peu cette carte-là et qu'il a laissé venir les manifestants jusque-là alors qu'il aura toujours interdit jusqu'à présent. Donc ça, c'est évidemment un petit peu différent, mais bien sûr, ça peut être un moyen de pression. Ça peut être un moyen de pression sur Israël. Bon, le ministre de la Défense, Ehud Barak, a dit qu'il fallait sans doute s'attendre à d'autres manifestations de ce genre-là. En dehors des zones frontalières, d'ailleurs. Peut-être même à l'intérieur d'Israël. Oui, mais à l'intérieur, ils ont l'habitude, si je puis dire. La nouveauté, c'est si les manifestants viennent de l'extérieur, parce que dans le fond, il y a une sorte de modus vivendi, en réalité. Ce qui s'est passé sur le Golan, c'était un modus vivendi. C'est-à-dire que les deux pays étaient en guerre, mais dans le fond, ils s'entendaient pour que cette frontière soit calme. Voilà, d'un côté l'armée syrienne, de l'autre côté l'armée israélienne. Évidemment, si l'armée syrienne ne joue plus son rôle, il est évident que la donne change. Et que là, évidemment, il faut que le dispositif israélien soit éventuellement renforcé. Mais c'est sûr que ça a pris les Israéliens par surprise, parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à ce qu'il y ait des troubles à ce niveau-là. Ils pensaient plutôt que ça serait à l'intérieur. Et effectivement, le ministre de la Défense, vous l'avez dit, Ehud Barak, dit s'attendre à d'autres manifestations à l'intérieur de l'État d'Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que ce contexte régional, ce printemps arabe, a redonné confiance et détermination aux Palestiniens? Je crois qu'incontestablement, ça joue pour leur redonner confiance, mais je pense que cet accord est très important, dont nous venons de parler, et puis je pense que pour une fois, les Palestiniens ont une stratégie.
Ils osent l'assumer. Je trouve que c'est assez récent. C'est la reconnaissance par la communauté internationale. Le fait qu'on va proclamer un Nations Unies. État, on va essayer d'avoir de la reconnaissance d'abord, une grande négociation avec les Européens, puis ensuite l'idée que c'est l'Assemblée générale, pas le Conseil de sécurité, parce qu'évidemment il y aurait un veto, mais l'Assemblée générale qui reconnaîtrait un État palestinien. Donc au mois de septembre, Oui, et en voilà. attendant, Mahmoud Abbas on a une ligne fait la très tournée forte des popotes. et une ligne qui a commencé il y a longtemps. Elle a commencé avec en fait la position de Salam Fayyad, qui lui construit depuis des années patiemment les institutions palestiniennes, puisqu'il n'y a pas de négociation. Salam Il y a Fayyad, le Premier ministre palestinien. Et je crois que c'est tout à fait lié. Et l'affaire des élections, enfin tout ça est lié. Salim Fayyad construit des institutions étatiques avec en plus le concours de la communauté internationale. On a ce projet qui vise septembre avec l'Assemblée générale des Nations Unies. Et puis on parle enfin d'élections. Ces élections sont possibles. Elles deviennent possibles dès lors qu'il y a un accord entre le Hamas et le Fatah. Alors qu'avant, elles étaient évidemment impossibles. Elles auraient été un piège complet pour les Palestiniens. Donc de ce point de vue-là, ils ont des raisons d'espérer. Mais en même temps, moi ce que je crains, c'est que dans cette situation-là, Israël, le gouvernement, je dirais pas Israël, parce qu'en Israël, il y a de vrais débats en ce moment. Il suffit de lire la presse pour s'en rendre compte. Mais le gouvernement est sur une posture, comme d'habitude, c'est un gouvernement ultranationaliste, une position dure. Oui. Avec des sanctions, hein. La seule réaction qu'ils aient eue, c'est on va punir. Voilà, on va punir, on va frapper. Bon, et d'une certaine manière, ce qui s'est passé sur la frontière, qu'on venait d'évoquer à l'instant, c'est presque un effet d'aubaine. Voilà, on vous l'avait bien dit, on est en danger. Donc moi, je crains vraiment un raidissement. J'espère me tromper complètement, mais je crains un raidissement de la part d'Israël, parce que Israël sent bien que on va vers un moment d'isolement diplomatique si cette procédure, si cette stratégie continuait. Et donc, comme ce gouvernement n'a pas été capable depuis maintenant des années, et avant lui les autres, de faire une vraie initiative politique. Et c'est ça qui me... Et il se peut que les Syriens, juste un dernier mot, il se peut que les Syriens, eux aussi, aient besoin, enfin le régime syrien ait besoin d'une radicalisation. Donc c'est pour ça que je suis malheureusement un peu pessimiste pour les temps qui viennent. Et malgré tout, vous dites quand même que pour une fois, les Palestiniens ont une stratégie. Ils sont clairs. Et pourquoi Israël n'accepte pas cette stratégie qui peut peut-être conduire à un dénouement? Alors, je pense qu'il faut déjà peut-être un tout petit peu dire que c'est vrai que le raidissement israélien est réel, mais en même temps, je note quand même, d'une part, que ils ont finalement rétabli le versement de la TVA pour les Palestiniens parce qu'ils se sont rendus compte tout simplement qu'ils n'étaient pas suivis. Et ça, c'est quand même très différent. Leur position était très, très rigide aussi après la victoire du Hamas en 2006 et encore plus évidemment après la prise du pouvoir à Gaza en 2007. Et à l'époque, ils avaient été suivis par la communauté internationale, y compris par l'Union européenne, qui avait cessé ses versements à l'autorité palestinienne, au moins pendant un moment. Là, cette fois-ci, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Européens ont au contraire continué les versements, et même les Américains, et ça c'est quand même très important, ont dit que pour le moment, ils ne changeraient rien à leur position. C'est-à-dire qu'ils attendaient de voir finalement ce que donnerait ce gouvernement d'unité nationale. Donc mon point ici, si vous voulez, c'est de dire que le gouvernement israélien est quand même pas mal sur la défensive. Hein, et il n'est pas du tout dans la même configuration qu'en 2006-2007. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il va faire une ouverture ? À mon avis, c'est assez difficile d'imaginer qu'il n'en fasse absolument aucune. Alors, évidemment, il essaye parallèlement d'empêcher autant qu'il peut le faire, les États européens en particulier, de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Bon, ça c'est très clair que c'est la position de la diplomatie israélienne aujourd'hui. En même temps, il faudra peut-être attendre de voir ce que Netanyahou va dire au Congrès aux États-Unis dans quelques jours maintenant. Il va devoir dire quelque chose. Alors ce sera peut-être très loin de ce que la communauté internationale attend, mais il ne pourra pas, à mon sens, rester sur une position complètement fermée, parce qu'il se rend compte que précisément les choses bougent et que s'il ne veut pas être complètement marginalisé, complètement isolé, ce qu'il est déjà beaucoup, hein, il faut par exemple penser que régionalement, et par exemple que la Turquie, la situation, les relations sont très mauvaises depuis 2-3 ans. Maintenant, on voit la transition en Égypte qui peut amener aussi un gouvernement qui sera certainement beaucoup moins, je dirais, bien disposé que n'était Moubarak avant. Donc si vous voulez, il y a un peu tout ça qui joue. Plus que jamais sur la scène internationale, Israël ? En tous les cas, je crois que oui, depuis en tous les cas pas mal de temps. Jean-Paul Chagnolot ? Moi, je m'inscris dans ce raisonnement pleinement, avec quand même un bémol, c'est que on pouvait faire le même type d'analyse en mois de septembre dernier, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu l'ouverture des négociations
enfin, on essayait d'ouvrir des négociations, oui, et puis les Américains étaient derrière. Je me souviens très bien, j'étais à Jérusalem à ce moment-là, je me souviens très bien des déclarations faites par Netanyahou, des déclarations faites par Barak, qui allaient très loin. Mais bien sûr, nous allons faire les concessions nécessaires, et Barak a même été encore plus loin en disant on va même s'occuper de la ville de Jérusalem, il faudra que la partie arabe revienne aux Palestiniens, etc. Et on avait le sentiment que peut-être, finalement, ces hommes de droite, parce que Barak, bien entendu, c'est un homme de droite, eh bien, avaient une vision et qu'ils allaient peut-être faire une percée. Moi, j'ai cru pendant quelques temps, je me dis, ah, peut-être. Et en fait, ça s'est avéré être des discours très tactique, ça a fait gagner du temps, ça fait apaiser les débats ici ou là. Donc aujourd'hui, je crains qu'on soit un peu dans le même scénario, c'est-à-dire qu'effectivement, ils sont vraiment sur la défensive, mais je ne vois pas une initiative politique forte sortir. Mais une initiative forte qui ne soit pas simplement au niveau d'un discours, qui serait déjà quelque chose, mais à mon avis, il faut se méfier des discours, mais vraiment qui soit suivi d'une réalité, d'une décision, politique. Et il faut bien voir la distinction entre le discours et la réalité d'une initiative concrète, d'une décision politique. Et l'écart est grand. Et c'est entre les deux, il peut y avoir des actions de violence, des fuites en avant. C'est ça que je crains. Voilà le schéma. Mais alors justement, parce que personne ne s'attendait à la chute de Ben Ali avant la révolution en Tunisie, même chose pour Hosni Moubarak. Est-ce qu'on peut envisager une multiplication de ces manifestations pacifiques, encouragées par les réseaux sociaux, comme ça c'est déjà en train de se mettre en place dans les territoires palestiniens, tant bien que mal, et que la solution vienne de la rue arabe et qu'il y ait véritablement quelque chose qui se passe? Manifestation contre qui? Pour demander la reconnaissance d'un État palestinien, l'arrêt de l'occupation. Elles ont déjà eu lieu. Oui, oui, mais une multiplication jusqu'à ce qu'on arrive à. Ça peut jouer. Je dirais retour. Salam Fayyad, outre la stratégie que Jean-Paul a très bien décrite, qui est de construire un État palestinien, a aussi essayé une mobilisation, par exemple le boycott des produits qui sont fabriqués dans les colonies, etc. Donc il y a aussi une mobilisation de ce type-là. Simplement, je crois qu'en effet, maintenant, si vous voulez, la phase simplement de la mobilisation populaire, je dirais, elle est quelque part dépassée. Je crois que maintenant, c'est la mobilisation diplomatique qui est importante. C'est là que les Palestiniens, à mon avis, peuvent marquer un point. Hein. Et ils peuvent marquer un point dans un contexte, encore une fois, international, qui, à mon sens, serait plutôt favorable cette fois-ci. Hein. Donc, s'ils jouent bien, et je pense qu'ils sont plutôt en train de bien jouer, ils peuvent obtenir quelque chose en septembre. Et quoi alors? Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? Ils peuvent obtenir la reconnaissance d'un État. Alors, bien sûr, ce qu'on peut m'opposer parfois, c'est de dire, oui, mais qu'est-ce que ça va changer concrètement? Concrètement, sur le plan, à l'instant T, ça ne changera rien. Mais ça changera quand même la position. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, l'État d'Israël sera, dans le fond, considéré comme occupant un autre État. Et ça, c'est quand même une grande différence. Aujourd'hui, on est dans une situation où finalement c'est une autorité qui est autonome, qui a du pouvoir partiellement, qui a du territoire partiellement, mais qui n'est pas un État reconnu. Jusqu'à présent, le droit international, les différentes résolutions des Nations Unies n'ont pas eu véritablement d'incidence sur Israël. Non, mais là, je crois que ce sera différent. C'est une décision politique que l'Assemblée générale prend. C'est pas une décision juridique. Hein. C'est une décision politique. C'est une décision politique avec des incidences juridiques. Parce que ça signifie aussi à ce moment-là qu'il peut faire en sorte que l'État deviennent membres des Nations Unies. Et par conséquent, le droit international, qui est quelquefois contesté ou carrément contesté, je pense évidemment aux résolutions du Conseil de sécurité, mais ça c'est encore plus compliqué. Mais prenons les conventions de Genève, 4e convention de Genève. Là, nous n'aurions plus d'argumentaire juridique qui pourrait dire ah, ça ne s'applique pas vraiment. Nous aurions un État qui occupe un autre État, et cet État occupé serait membre des Nations Unies. Alors sur le terrain, ça poserait peut-être pas, ça changerait pas forcément les choses, mais politiquement, à terme, c'est absolument majeur. Vous imaginez on peut aller vers une guerre, Je ne pense pas, mais bon, Lieberman dit par exemple, on va annexer. Mais ça, je veux dire, c'est absurde. Il va annexer, donc il sera encore davantage isolé. Donc, et comme il y a en Israël quand même, parce qu'on parle du gouvernement. Moi, je fais toujours la distinction, même s'il est très représentatif pour les raisons que chacun connaît, notamment le système électoral. En Israël, il y a quand même débat aujourd'hui. Et il y a, j'ai regardé les sondages il y a quelques jours, enfin, qui disaient qu'il y avait une majorité de gens qui voulaient un État palestinien. Bien entendu, après, quel est le territoire de cet État palestinien? Et alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. En tout cas, on est dans cette posture-là, et je pense que les Palestiniens, je répète, pour la première fois, ont une vraie stratégie. Moi, je les ai vus il n'y a pas très longtemps, les dirigeants palestiniens, il y a un an. J'étais sidéré de voir qu'ils n'en avaient aucune, ou ils en avaient plusieurs. Alors que là, il y en a une, et qui est ancrée dans le terrain avec cette construction d'un État. Donc voilà, je pense que au mois de septembre, s'il n'y a pas un acte de violence d'ici là, et ça, je ne l'exclus pas, eh bien, effectivement, ça pourrait changer la donne en profondeur. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est la fin de cette émission. Comme d'habitude, vous pouvez la revoir quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur notre site internet publicsena.fr. Envoyez-nous vos commentaires et vos réactions également sur la page Parole du Monde de Facebook.
À bientôt.